L'épilepsie, ça concerne plus de 500 000 personnes en France, mais qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, on voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le professeur Vincent Navarro. Vous êtes neurologue, vous êtes responsable de l'unité épilepsie à l'hôpital Pitié-Salpêtrière et vous êtes responsable d'une équipe de recherche à l'ICM. On rappelle ce que c'est l'ICM? Donc l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, gros institut de recherche dans différentes pathologies neurologiques et psychiatriques. Voilà, également avec moi sur le plateau, Rupert Chisley. Vous êtes président de Prédilepsie. Bonjour. Voilà. Et Justine Lepelletier. Justine, vous avez eu la gentillesse de venir témoigner sur les plateaux de ce que c'est que l'épilepsie et de ce que c'est que la vie d'une épileptique. Vous avez eu votre première crise à l'âge de 17 ans, un 24 décembre, super cadeau de Noël. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Je m'en souviendrai toujours. Ça s'est passé comment? Alors, je me levais le matin tranquillement, je me suis fait chauffer mon bol de lait et d'un seul coup, bim, je me réveille avec les pompiers chez moi. Et j'étais dans le coltard total, j'ai passé la nuit à l'hôpital et la suite s'est passée. Je suis rentrée le lendemain, j'ai fêté Noël et on m'a dit que ce n'était pas une épilepsie. Il fallait refaire une deuxième crise pour être épileptique. Et ensuite, je l'ai refait 2 semaines plus tard en classe. Et là, donc, j'ai commencé les traitements. Les traitements n'ont pas fait son effet. J'en prenais, rien n'y faisait. Donc, c'était une épilepsie pharmacorésistante. Et à la suite de ça, dans un colloque pour la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie, on a trouvé une SNV, donc un stimulateur du nerf vague. Et on me l'a posé. Et ça a réduit la fréquence des crises. Et depuis maintenant 3 ans, on a trouvé un traitement et je ne fais plus de crises généralisées, mais des absences, donc des crises partielles. D'accord. Alors là, vous avez été très très vite sur tout le parcours. Ces traitements qui n'ont pas fait effet, ça a duré longtemps? Ça a duré 6 ans. 6 ans. C'est-à-dire que pendant 6 ans, en fait, vous avez continué à faire des crises, on vous a donné des traitements, mais qui n'ont... rien n'y faisait. Donc c'était quand même aberrant de se dire on prend des cachets, surtout à partir de l'âge de 17 ans, en pleine adolescence, on prend des cachets et on se dit mais pourquoi en prendre alors qu'en fait... ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ouais. Comment vous l'avez vécu? C'était compliqué? Très mal. Très mal. Je ne comprenais pas, j'avalais des cachets, je me disais mais est-ce que ça va s'en finir un jour? Et heureusement que j'avais mes parents derrière moi qui me disaient allez, peut-être que ça fait son effet, qu'il y a quand même quelque chose qui fait que ça les stoppe. Et moi je disais mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et surtout... C'était fréquent les crises? Ouais, au moins 1 fois par semaine. Ah oui? Ouais, donc très handicapant. Ah oui. Vous étiez comment alors à l'époque? Désespéré, non, je suppose? En fait, je ne m'en rendais pas vraiment compte, j'étais dans ma bulle, enfermée, et c'est... Au fur et à mesure que je m'en suis rendu compte que il y avait quelque chose qui était bien là, qui était réel. C'est en plus l'âge de l'adolescence, on a besoin de contact, d'amour aussi. Donc compliqué, non? Non, ça va parce que j'ai toujours été très bien entourée. Super. J'ai été dans un lycée privé et les professeurs étaient très bien les copains, les adaptés. Copines, tout ça, ça allait bien, toujours, tout le monde comprenait bien. Est-ce que tout le monde comprenait d'ailleurs ce que vous disiez? Ah non, au début, non. J'ai eu des amis qui sont partis, il y a des amis qui sont restés et qui m'ont toujours épaulée, qui m'ont toujours compris. Ça, côté amitié, ça a toujours été top. Professeur, est-ce que c'est fréquent, ça, des gens qui... On a diagnostiqué la maladie, on sait qu'ils sont épileptiques, et puis pendant 5-6 ans, on leur fait prendre des médicaments et la situation ne s'améliore pas. Est-ce que c'est fréquent? Malheureusement, c'est très fréquent. Donc, on estime à peu près à 20% des patients épileptiques résistants à tous les médicaments anti-épileptiques. Donc, on parle de pharmacorésistance. Et effectivement, c'est assez catastrophique parce que malgré les efforts de Justine et de tous les autres patients qui prennent leurs comprimés, qui en prennent parfois plusieurs en association, à des doses qui vont commencer à avoir des effets secondaires, les crises continuent. Et c'est pour ça que nous, on se bat pour essayer de trouver d'autres solutions
pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui est épileptique, et d'où les autres stratégies qu'on peut proposer. Excusez-moi, je vous coupe. Est-ce qu'on vous avait expliqué à l'époque que vous étiez pharmacorésistante? Parce que dans ce que vous nous avez dit, vous nous dites, je prenais des cachets et je ne comprenais pas, ça ne servait à rien. Donc on vous l'avait expliqué ça quand même? Ah oui, au bout de trois traitements même, ou 2, on a su que c'était une épilepsie pharmacorésistante. D'accord. Et donc vous vous disiez, vous après, puisque je suis pharmacorésistante, ça ne sert à rien que je prenne des cachets. En fait, au début, je ne réalisais pas vraiment. C'est au bout, je pense, de 1 an que je me suis dit que à quoi ça sert. À quoi ça sert. J'étais là sans... Je ne réalisais pas, et au fur et à mesure, j'en avais marre de prendre ces cachets, ça ne servait à rien. Je me demandais même, mais pourquoi je vais voir ma neurologue? Pourquoi je vais la voir alors que ça ne sert à rien? Qu'est-ce qu'elle va me dire de plus? Oh, c'est bien, renouvellement d'ordonnance. Merci, au revoir. C'est tout. Est-ce qu'on explique suffisamment? Parce qu'on sent bien là qu'il y avait une forme de désespérance. Est-ce qu'on explique suffisamment aux gens que pharmacorésistance, ça veut dire qu'il faut aussi essayer de tester X molécules avant de peut-être tomber sur la bonne? Donc il y a effectivement, je pense, tout un contrat à faire entre le médecin et le patient. Il y a une explication à donner sur le fait qu'il y a un moment où c'est une sorte de cuisine, qu'on ne sait pas, qu'on va essayer un médicament, puis un deuxième, puis un troisième, en se disant qu'on aura peut-être la chance qu'il y en ait un qui donne un effet spectaculaire. Et puis effectivement, il faut s'inscrire dans ce que j'évoquais, c'est de trouver d'autres solutions thérapeutiques, et notamment le bilan en vue d'une chirurgie de l'épilepsie. Parce qu'en cas de pharmacorésistance, il faut, et ça c'est peut-être pas encore assez connu en France, il faut se précipiter vers des centres capables de faire une chirurgie d'épilepsie ou un bilan. On va en parler dans la suite de l'émission. Mais vous, avant d'envisager une chirurgie, vous êtes tombé un jour dans un congrès de la Fondation française pour la recherche contre l'épilepsie sur le stimulateur de nerfs vagues. Vous ne saviez pas ce que c'était, vous avez découvert ce truc? C'est même pas moi, c'est mes parents, parce que justement, je reniais tout. Ah oui. C'est plus eux qui ont décidé, même si j'étais majeure. Et heureusement, au final, et je me suis dit pourquoi pas. Et puis, au fur et à mesure, j'ai accepté. Et ça a été très bénéfique. C'est-à-dire une crise par semaine au plus fort des choses. Là, vous êtes passé à combien? Les crises, elles étaient toujours présentes, mais ça a réduit la fréquence des absences. Mais vraiment, vraiment sur du... C'était vraiment, il y en avait beaucoup moins, et mes absences, enfin mes crises partielles, j'avais ma bouche à trembler, c'était des absences, mais vraiment très violentes. Elles étaient vraiment moins fréquentes et moins violentes. Et la récupération sur les crises ça allait beaucoup plus vite. Ce stimulateur de nerfs vagues, alors qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Alors, donc l'idée est de pouvoir envoyer du courant électrique dans le cerveau pour contrecarrer un peu la préparation des crises. Et l'idée astucieuse était donc de placer comme un pacemaker, un petit boîtier sous la peau, qui va aller envoyer du courant sur le nerf vague, qui est un nerf qui est situé au niveau du cou et qui est connecté au tronc cérébral et lui-même au cerveau. Et donc ça assure de façon pas trop dangereuse, parce qu'on ne rentre pas dans le cerveau avec des électrodes, mais par ce canal, une neuromodulation. Donc le cerveau va effectivement, au cours des mois et des années, du fait de cette stimulation chronique, être moins propice aux crises. Ça stimule le nerf vague, c'est assez important ce que vous dites. Il n'y a pas à partir de cette pile un fil qui part au cerveau, non. Ça stimule le nerf, et c'est le nerf qui stimule. Et le nerf ensuite, de façon rétrograde, rentre dans le cerveau. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas du tout invasif, il faudrait juste se poser sous la peau. Donc effectivement, on peut le poser, on peut éventuellement le retirer si ça ne marche pas, mais c'est peu invasif. Et depuis 2019, vous avez un nouveau traitement, et là ça va? Alors oui. Ça y est, on a trouvé la... oui, non, 2018. 2018. Sur ma fiche, c'est 2019. Vous êtes sûr que c'est 2018? Oui, ça doit être 2019. Peu importe. Alors, ça va aujourd'hui, c'est ça l'essentiel. Ouais. Ah ouais, franchement, ouais, je revis. Vous revivez? Ça, ouais, la fréquence des... Enfin, il n'y a plus de crise du tout. Par moment, des fois, de temps en temps, mais c'est un bonheur total.
Alors là, c'est quoi, en fait, ce nouveau traitement? Ça veut dire qu'on est tombé sur la bonne molécule, celle qui a marché, c'est ça? C'est la fin du long parcours de pharmacorésistance? Voilà, donc je ne connais pas votre dossier dans le détail, puis ce n'est pas le propos, mais effectivement, je pense que c'est la démonstration que face à des situations qui étaient assez catastrophiques, à force de petites améliorations, d'essais, on a pu améliorer en fait, votre situation et on voit que vous êtes contente parce que ça va mieux. Effectivement, donc c'est ce nerf vague qui a apporté un plus, c'est probablement les changements de médicaments, probablement que ceux que vous avez aujourd'hui marchent mieux que ceux que vous aviez avant. Je le sais toujours par contre. Mais vous avez toujours des médicaments, effectivement c'est la combinaison. Et puis effectivement peut-être que vous assumez plus votre épilepsie, que vous êtes mieux dans votre peau et que c'est la combinaison de tout ça qui s'additionne et fait que... Voilà, on a trouvé la combinaison gagnante. Et aujourd'hui, vous êtes bien, vous êtes heureuse et vous avez envie même de témoigner, de partager. Hein, vous aimez prendre la parole dans les colloques. Et puis, vous suivez une formation pour devenir patiente experte. Qu'est-ce que c'est, patient expert? Je la débute pas encore, je la débute qu'en octobre. Donc, c'est un projet. C'est de pouvoir aider donc, les autres personnes dans mon cas, de les guider et de les accompagner dans leur démarche. Pour plus tard, j'en sais pas encore beaucoup sur cette formation, mais c'est dans mon projet. Mais c'est votre projet. Parce qu'il faut dire que vous aviez passé un BTS Pro pour être aide-soignante, je crois, c'est ça, non? Aide médico. Une formation aide médico-psychologique. Et comme vous êtes épileptique, vous n'avez pas le droit d'exercer. J'ai pas le droit et surtout de travailler avec des personnes handicapées qui eux-mêmes font souvent des crises, je peux pas. C'est pas possible, voilà. Donc, écoutez, hein, on souhaite que cette formation se passe bien. En tout cas, ça a l'air de vous passionner. Et puis, vous avez l'air heureuse. Aujourd'hui, c'est l'essentiel. Hein. Professeur Navarro, en 2 mots, l'épilepsie, qu'est-ce que c'est? L'épilepsie, c'est un trouble qui a comme origine le cerveau et qui résulte un petit peu comme un orage électrique dans le cerveau. Donc, je rappelle qu'il y a des cellules qu'on appelle les neurones qui communiquent entre elles, ces cellules. Et puis, par moment, en fait, il y a un défaut un peu de connectivité, il y a un court-circuit et il va y avoir un embrasement de ces cellules et qui va donc produire des symptômes qui ne devraient pas être présents. Et donc, on a tous les cas de figure, c'est ça aussi qui est compliqué à transmettre comme information. On peut avoir cette petite décharge électrique qui va être limitée à un coin du cerveau et les symptômes vont être peu gênants. Mais si ça embrasse tout le cerveau, eh bien, ça fait tomber, ça fait convulser et c'est très dangereux. Donc, la crise convulsive, en fait, c'est la caractérisation du court-circuit, hein, comme voilà, vous l'appelez. C'est la conséquence, c'est le symptôme de cet emballement des cellules neuronales. Alors, la crise convulsive, c'est le symptôme spectaculaire, mais il n'y a pas que ça, il y a des absences aussi. Hein. Vous parliez d'absence tout à l'heure. C'est quoi une absence? Alors en fait, là par exemple, je pourrais être en train de vous parler et d'un seul coup, mon regard va être figé, je vais être ailleurs ou mon regard va être fixe et je vais revenir à moi 1 minute après. Ou ça dépend l'absence, si elle est violente ou pas. Et des fois, j'ai mes yeux, ils tremblent ou des fois... d'un seul coup, c'est violent et j'ai l'impression de me cogner la tête. C'est très bizarre. Et maintenant, avec l'expérience, vous le sentez venir un petit peu ou pas? J'ai jamais senti mes crises, les absences venir. Alors, est-ce qu'il y a un groupe de population qui est plus particulièrement touché par l'épilepsie? Alors malheureusement, en fait, l'épilepsie touche tout le monde. On peut débuter une première crise d'épilepsie au premier jour de vie. Un nouveau-né peut se mettre à faire des crises à la naissance. De même qu'une personne très âgée, à 85 ans, peut débuter son épilepsie. Donc, malheureusement, il n'y a pas d'âge pour débuter l'épilepsie. Donc ça touche tout le monde. Alors effectivement, avec des sévérités qui vont être variables. Donc on peut, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, faire une seule crise d'épilepsie dans sa vie pour une raison particulière et ne plus jamais en refaire. Ou bien, effectivement, ce phénomène de court-circuit, s'il se répète, il va donc faire évoquer la maladie épileptique, et là encore avec des sévérités qui vont être extrêmement variables. On a des patients qui peuvent faire 1 ou 2 crises par an, ce qui est quand même assez gênant pour la vie quotidienne, mais à l'inverse, il y a des patients qui peuvent faire des dizaines de crises par jour. En fait. Par jour. Oui, là c'est très très handicapant. Voilà, et ça sera d'autant plus handicapant que les crises sont chez des gens jeunes en plein développement, à un moment effectivement où l'apprentissage doit se faire en fait. Donc il y a des gens, alors ça c'est quelque chose que je ne savais pas, il y a des gens qui peuvent faire une première crise d'épilepsie à 50, 60, 70 ans. C'est fréquent ça ou c'est Alors si, donc il y a une courbe, c'est-à-dire qu'il y a un pic de survenue chez l'enfant,
il y a une petite stagnation chez l'adulte jeune, et puis de nouveau, chez le sujet adulte, ça augmente. Et ça augmente pourquoi ? En fait, cela vient des perturbations qu'on peut avoir dans le cerveau. Et chez le sujet âgé, eh bien, on a la maladie d'Alzheimer, on a les accidents vasculaires cérébraux, qui sont finalement le lit de la survenue ultérieure de crise, en fait. D'où l'importance aussi de bien voir que l'épilepsie, les crises d'épilepsie sont un symptôme, sont un signe, mais qu'ensuite, il faut aller chercher la maladie éventuellement causale sous-jacente, en fait. C'est héréditaire, l'épilepsie ? Alors, il y a quelques cas héréditaires où effectivement on arrive à retrouver dans la famille que le père a fait des crises, que le fils a fait des crises, etc. Mais dans la majorité des cas... Mais ce n'est pas parce que le père ou le fils font des crises que c'est héréditaire, ça peut être aussi le fruit du hasard. Voilà. Donc est-ce qu'on sait finalement que c'est héréditaire ou est-ce qu'on suppose que ça peut l'être ? Alors, donc nous, quand on reçoit un patient, on va on va reconstituer l'arbre généalogique et on va effectivement voir que si dans la famille, le père a fait une crise d'épilepsie, mais il avait eu un gros traumatisme crânien, on va dire que c'était ce traumatisme, cet incident qui explique. Et que donc l'éventuelle épilepsie de la personne qu'on a devant nous peut être unique et ne va pas être transmise à ses enfants. En revanche, si on arrive à reconstituer que sans aucune autre explication, dans cette famille, il y a une transmission à toutes les générations, là on pourra évoquer, mais ça reste vraiment quelques pourcents en fait. Donc il ne faut pas trop se stresser sur ce sujet. En fait. Justine, vous avez des épilepsies dans votre famille, non ? Pas du tout, moi c'est lié, on pense que c'est... j'ai un frère jumeau et c'est lié à l'accouchement, souffrance fétale. Et vous, Rupert ? D'oxygène. Moi, j'ai un petit garçon qui est épileptique. Oui, mais il n'y a pas d'antécédents épileptiques ouais. dans la famille. Donc, voilà, bon. Le point sur les traitements aujourd'hui. Alors, on a parlé des médicaments, de la pharmacorésistance, on a parlé de ce stimulateur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La chirurgie ? Voilà, donc on a quand même bien rappelé l'importance des médicaments. Donc on a, nous, la chance d'avoir quand même beaucoup de médicaments disponibles. Pour certains, avec des effets secondaires, certes. Ensuite, on sait que chaque médicament a ses effets secondaires propres. Donc, quand il y en a un qui ne marche pas ou qui a trop d'effets secondaires, il faut oser passer au suivant. Et il y a aussi toujours beaucoup de recherches actives. On a encore à peu près 3-4 médicaments antiépileptiques qui vont, on espère, sortir sur le marché d'ici quelques années. Donc, on a toujours l'espoir que des nouveautés et de la recherche sur les médicaments puissent aider la prise en charge des patients. Ensuite, dans le cas de pharmacorésistance avérée, s'il s'avère que ces crises proviennent d'une petite cicatrice dans la tête et qu'on arrive à identifier, ne serait-ce que par une IRM cérébrale qui a une cicatrice, eh bien effectivement, on a envie d'aller retirer la cicatrice. Et ça, aujourd'hui, on a l'expérience que de faire une chirurgie de l'épilepsie, une fois qu'on est sûr du foyer, on peut arriver à la guérison, et guérison complète. Donc ça reste pour nous une motivation de se dire que quand on a une pharmacorésistance, il faut faire des bilans très sophistiqués. Il n'y a probablement pas assez de centres en France capables de faire ces bilans. Il y a probablement des délais d'attente qui sont trop importants. Mais il faut faire vite ces bilans, il faut se donner les moyens et puis si c'est possible, opérer. Et probablement que dans votre cas, on n'a pas discuté de votre dossier, mais que parfois, au terme de ce bilan, il s'avère qu'on n'a pas trouvé précisément d'où partaient les crises, ou bien on a trouvé que ça partait d'une région du cerveau qu'on ne va pas oser opérer parce qu'on se dit que si on retire ce petit morceau de cerveau, ça va entraîner un trouble du langage, une paralysie. Eh bien, c'est vrai que là, ça se complique et on a besoin d'autres stratégies et le stimulateur du nerf vague peut être proposé à ce moment-là. Qui est éligible à la chirurgie et qui ne l'est pas ? Donc c'est assez simple, c'est épilepsie pharmacorésistante. Il y a des critères qui sont maintenant bien établis et handicapante. Donc il faut que les crises soient suffisamment gênantes dans la vie quotidienne pour qu'on puisse se lancer dans ce bilan. Il n'y a pas de limite d'âge. Un enfant, il a 3 ans, il fait beaucoup de crises, eh bien on peut explorer et l'opérer. Il y a des centres spécialisés. Et un adulte, là aussi on est en train de pousser les limites pour pouvoir opérer des gens de plus en plus âgés. Ces dernières années, l'imagerie a fait de plus en plus de progrès, l'imagerie interventionnelle aussi. L'imagerie, c'est une des clés de la compréhension de l'épilepsie demain ou pas du tout ? Je dirais qu'il y a deux approches complémentaires. Il y a l'imagerie, et je suis d'accord avec vous que l'IRM cérébral est un outil qui s'est amélioré. Il y a encore 5-6 ans, on faisait des IRM à des patients, on ne voyait rien. Aujourd'hui, on refait la même IRM et on arrive à voir une toute petite anomalie de 2-3 mm, mais parfois ces 2-3 mm peuvent nous donner envie d'aller plus loin vers une chirurgie. Et l'autre approche qui est absolument majeure, c'est tout ce qui est basé à partir de l'électroencéphalogramme. Donc c'est mesurer en continu l'activité cérébrale, donc je vous disais c'est plein d'activités électriques,
et d'être en capacité, en mesurant cette activité sur des minutes, sur des heures ou des jours, pour voir des crises et pouvoir être certain que la crise d'épilepsie a bien débuté dans cette région du cerveau en regard de la petite anomalie qu'on avait pu voir sur l'IRM. Alors, on vient de parler de l'imagerie, on va aussi parler des nouvelles technologies, des applications, peut-être de l'intelligence artificielle aussi, pour mieux comprendre l'épilepsie. Vous, Rupert, vous avez votre enfant, votre petit garçon, fait des crises d'épilepsie, et vous vous êtes dit, un des problèmes de l'épilepsie, c'est de prévoir les crises. Et donc, vous avez développé un outil qui s'appelle Prédilepsie. Prédilepsie, qui est pour le moment, enfin, ça va être un outil, j'espère un jour. Aujourd'hui, c'est un grand travail, principalement sur la partie software. Hein, c'est les algorithmes qu'il faut déjà faire marcher avant d'avoir un jour, enfin, différents types d'outils qui pourraient exister et qui pourraient aider les patients. On comprend bien comment vous avez eu l'idée, hein, c'est votre fils qui fait des crises. On a une petite vidéo d'ailleurs pour voir ce que c'est qu'une crise d'épilepsie. On va la voir tout de suite, cette vidéo. Donc on comprend bien, voilà, on la voit. On comprend bien pourquoi vous avez eu l'idée de développer cet outil. Alors maintenant, comment ça marche? Vous êtes ingénieur, vous Non. Non, pas du tout. Comment vous avez développé cet algorithme? Alors, donc là, c'est une crise qu'on voit typiquement à la plage, donc c'est pas très grave, enfin, qui a donc induit une chute, mais là, à la plage, c'est pas grave, parce que si on fait une chute, on se fait normalement pas mal. Par contre, ça peut arriver plusieurs fois par jour, comme disait le Dr Navarro, ou plusieurs fois à la maison, quand il y a des objets, et là, c'est beaucoup plus dangereux. Et donc, ça, c'est un des problèmes qui rendent cette prédiction des crises importante, c'est de savoir à quel moment je vais faire une chute pour m'alerter moi ou alerter mon entourage pour prévenir. Et puis après, il y a le deuxième sujet qui c'est un très long sujet d'ailleurs, c'est que si un jour, si je suis capable de prédire l'arrivée d'une crise avec suffisamment de précision, je pourrais mettre en place des stratégies, de différents types de stratégies pour l'empêcher. Alors cette crise, vous allez nous parler de l'algorithme, on va voir une photo qui est une photo d'un électroencéphalogramme pendant une crise. Hein. Alors là, je vais vous laisser en parler, puis on va interroger aussi le professeur sur cet électroencéphalogramme. On voit bien qu'à un moment, c'est tout plat, puis à un moment, c'est tout fouillis. On voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas terriblement bien dans le... Alors, oui, c'est ça. Ça, comment vous l'avez fait? Vous l'avez généré? Ça, c'est un cas un peu atypique. Après, il y a des électroencéphalogrammes qui sont beaucoup plus difficiles à interpréter avec des crises qui sont... Donc là, c'est typiquement une crise d'absence où on voit l'état normal, l'absence qui prend avec un certain rythme qui est très particulier dans l'absence. Et donc là, sans être expert, on voit le moment où la crise a lieu. Et l'intérêt, au fait, de la prédiction, c'est de comprendre s'il y a des signaux faibles dans le signal qui précède l'absence, dans les différents canaux qui sont enregistrés, pour détecter le moment où l'absence où cette crise va démarrer, ou le moment qui précède. Expliquez-nous comment elle fonctionne, votre appli. On va avoir un outil sur le téléphone, mais comment vous générez cet électroencéphalogramme? Alors, Prédilepsie, déjà pour mettre un peu le contexte, c'est une association. Ouais. Notre objectif principal, c'était de créer un lien entre les neurosciences, donc les experts comme le professeur Navarro et d'autres experts avec lesquels on travaille, et les data sciences, qui sont la communauté que nous on réunit. Donc, on a plusieurs dizaines de data scientists qui ont vraiment l'expertise au fait dans le traitement du signal, dans l'utilisation des algorithmes pour la prédiction, de l'intelligence artificielle et d'autres algorithmes. Et on se dit, si on arrive à faire efficacement ce lien, c'est-à-dire que les deux mondes se croisent et on s'explique mutuellement nos métiers, on pourra enfin arriver à la prédiction des crises, qui est un très vieux sujet qu'on essaie de faire depuis quelques temps. Et une fois qu'on a ça, on pourrait imaginer différents dispositifs portables, soit qui se portent à l'extérieur du crâne, donc sur la tête, soit qui détectent d'autres signaux du corps, soit qui se branchent avec un VNS, comme on l'a vu tout à l'heure, et rendent la stimulation plus intelligente, soit un jour qui marche en intracrânien, qui stimule vraiment des neurones en particulier. Pourquoi ça n'a pas marché jusqu'ici? Pourquoi on n'a pas réussi à prédire les crises? Parce que c'est un peu le mystère des crises d'épilepsie. C'est-à-dire que la crise, on ne va pas faire de grec ancien, mais épilepsie, c'est frapper par surprise en grec ancien. Et donc c'est vraiment l'épée de Damoclès, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à anticiper. Et je vous dis que ça reste un mystère. C'est-à-dire qu'il faut effectivement combattre, il faut avancer dans notre connaissance
des mécanismes. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez parfaitement fonctionner, que tout marche bien et que brutalement, ça peut un petit peu dérailler. Et puis c'est cette étincelle qui va ensuite entraîner la crise. Vous parliez de data scientist. Est-ce que c'est une des clés? Est-ce qu'en comparant des milliers, voire des millions d'électroencéphalogrammes d'épileptiques, on va trouver, avec l'intelligence artificielle et les bases de données, est-ce qu'on peut trouver des points communs? Est-ce que c'est une des pistes? Là, il y a vraiment un grand avantage de l'intelligence artificielle, mais qui est très récent, qui existe depuis, cette partie de l'IA qui existe depuis quelques années, qui est l'IA générative, au fait, qui va vraiment nous ouvrir de nouvelles possibilités dans le domaine de la prédiction de crise, parce qu'on peut imaginer d'être capable de générer des électroencéphalogrammes artificiels. Et ça, c'était un frein aussi qui était en place, qui nous a sans doute bloqué depuis jusqu'ici dans la prédiction, c'est qu'on n'avait pas suffisamment de data disponible. Donc il y a des patients, des gros datasets, c'est peut-être une centaine de patients, ce qui est pour entraîner des algorithmes pas toujours suffisant. Alors que si on est capable de générer des datasets, là on peut aller jusqu'à des milliers, des millions de patients artificiels et entraîner des algos. Voilà, donc beaucoup de pistes de recherche, aussi bien dans le domaine des médicaments que dans le domaine de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Merci à tous d'être passés sur le plateau de Capital Santé. Avant de se quitter, je rappelle que la Fondation française pour la recherche contre l'épilepsie aura 30 ans début mars. Voilà, merci Justine, notre future patiente experte. Merci Rupert, on espère que votre appli va changer la vie des épileptiques. Et merci à vous, professeur Navarro. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.